Place au jeu, place au ballon, place au terrain. L'OM rencontre Nantes ce dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome. J'y serai, on y sera et on sera tous derrière l'OM pour sonner la révolte. C'est un match très important. Comment les hommes de Roberto De Zerbi vont-ils agir ? Vont-ils réagir par rapport à la défaite face à Auxerre suite à la semaine que l'on a vécue où on n'a pas du tout parlé ballon? Et dans la conférence de presse, ça n'a pas trop parlé ballon non plus. C'est pas la meilleure conférence de presse qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Et on espère que dimanche, à l'issue de la rencontre, eh bien, on sera avec le grand sourire, un grand yes, je l'espère. Et on se retrouvera en live dimanche soir. Les amis, bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver. On va analyser cet avant-match Marseille-Nantes avec l'actu de l'OM, ma compo, avec, vous le verrez, pas réellement de surprise. Il y a une interrogation à mes yeux et c'est la seule qu'on aura à mon avis pour ce 11 qui devrait être semblable à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. La data room, les forces et faiblesses de cette équipe de Nantes avec des images et mes attentes avant de vous partager mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros cadeau, 10 euros sans dépôt avec le lien dans la description. Le lien, vous cliquez, vous vous inscrivez et vous avez 10 euros qui vous sont offerts directement sur votre compte en banque par Unibet. Je vous rappelle que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors on commence tout de suite l'actu avec Pablo Longoria qui pourra retourner dans le vestiaire le 21 septembre prochain à l'issue de la 4e journée. On va parler rapidement du off-terrain parce que c'est bon, il y en a marre. On a passé la semaine à faire que ça. On a le président Longoria qui était au Financial Times Live Business Forum, Business Football, ces 2 derniers jours où il a parlé justement des problématiques économiques. Comment l'OM doit-il faire justement pour compétiter avec ses concurrents alors qu'il n'a pas le même budget. Voilà, il y a une vidéo qui a tourné sur X qui présente Pablo Longoria et qui donne justement son axe et ses arguments. En tout cas, on préfère le voir évidemment de cette manière que on l'a vu samedi dernier. Par rapport aux informations de la semaine quand même qui sont importantes concernant l'OM, Vincent Labrune contre-attaque, je vous l'ai partagé dans mon canal sur Insta. Bon, on n'apprend pas grand-chose dans cette interview. Je pense que c'est plus une occupation de l'espace pour éviter d'être je sais pas, en fait c'est très défensif de la part de Vincent Labrune, mais c'était pas vraiment très intéressant comme interview. Non, moi ce qui m'a apporté c'était de savoir que les arbitres menacent d'exercer leur droit de retrait. Ça c'est un point important. Ça veut pas dire que ils vont quitter la rencontre, mais sachant que plusieurs éléments sont arrivés à certains arbitres à l'issue des rencontres, eh bien ils pourraient demain utiliser leur droit de retrait et donc en d'autres termes possiblement faire grève et ne pas arbitrer. Ce serait une première pour l'arbitrage français. Il y a un dirigeant qui a remplacé Pablo Longoria à la Ligue. Important de le préciser parce qu'on avait cette interrogation sur le fait de défendre les intérêts de l'OM auprès de la Ligue. Ça a été partagé par nos amis de la Provence. C'est Alban Juster qui est co-directeur général de l'OM, responsable également, ex-responsable du contrôle de gestion de l'OM, qui a représenté l'OM auprès de la Ligue. C'est important que l'OM soit représenté et je suis vraiment satisfait. Maintenant, on va voir aussi s'il prend la parole ou s'il délègue tout, s'il reporte tout au président Longoria qui prendra la parole pour s'exprimer sur les sujets. On connaît la date du mercato estival, ça sera le 1er juin prochain, compte tenu de la Coupe du Monde des clubs. Et donc, à partir du 1er juin, on pourra analyser ensemble l'ensemble des joueurs qui vont arriver du côté de l'OM et toute l'actualité de l'OM. Donc abonnez-vous, sonnez la cloche parce que on va encore grandir. Alors, la conférence de presse de Roberto De Zerbi et Geoffrey Kondogbia, je les ai vus les deux. Bon, honnêtement, on n'a pas appris grand-chose. Ça n'a pas été la plus grande conférence de presse. Voilà, pas le moment de parler ou de penser aux arbitres. Il est parti dans une très très longue tirade, Roberto De Zerbi, où il a confirmé qu'il restait à l'OM, qu'il ne ménageait pas ses mots et qu'il confirmait les mots qu'il avait employés à l'issue de la rencontre face à Auxerre, qu'il ne parlerait plus d'arbitrage. Il est parti dans une longue tirade où il a dit tout et il a tout dit en fait. Il a dit qu'il pouvait rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à Marseille, il regrettait de ne pas parler le français pour pouvoir bien exprimer le fond de sa pensée, notamment sur l'arbitrage. Il a dit que l'OM avait été pénalisé à ce sujet. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses, évidemment, qu'on a pu lire, comprendre de cette semaine aussi.
Il y a eu Kondogbia qui a parlé, mais bon, il a naturellement, et je pense que ceux qui ont vu la conférence de presse comprendront my private joke sur le naturellement, parler de beaucoup de choses, mais sans rien dire de spécifique. Concernant Roberto De Zerbi, voilà, il a dit que sur Greenwood, des choses qu'il avait déjà dit. On va ouvrir le sujet Greenwood tout à l'heure dans la partie mes attentes parce que évidemment il y a une période qui est un peu plus délicate pour Mason Greenwood et il a confirmé que c'était Geoffrey Kondogbia qui jouerait. Alors, en fait, le point le plus important, c'est qu'il a affirmé que tout ce qu'il a dit après le match, il le confirmait, qu'il ne reprendrait plus la parole concernant les arbitres parce que l'OM a été pénalisé et que même si l'OM a eu de la méchanceté sur le terrain et de la bonne méchanceté dans le bon sens du terme pour gagner ses matchs, cet OM manque de mental à certains moments et c'est des choses qu'il a travaillé avec ses joueurs cette semaine. Alors, on va passer à la compo de cette rencontre avec le retour de Léo Balerdi. Ça, c'est une excellente nouvelle quand même du côté de la défense parce que c'est l'homme de base de Roberto De Zerbi. On va voir, pour moi, il n'y a pas réellement beaucoup de surprises dans cette compo. On va retrouver Kondogbia sur l'axe gauche, Murillo sur l'axe droit, parce qu'il a dit que Luis Felipe n'avait repris l'entraînement collectif que depuis 2 jours. Donc, il a pas botté en touche, il a été très sec, il ne jouera pas, et peut-être aura-t-il des minutes à la fin de la rencontre, et encore, je ne suis pas sûr. Non, moi, ma seule interrogation, elle n'est pas sur Luis Enrique qui sera piston droit pour moi. C'est plus de savoir qui sera à gauche. Est-ce que c'est Dedic pour sa première titularisation ou est-ce que ça sera Quentin Merlin qui a du mal défensivement? On l'a vu pénalisé et pénalisant lors de la rencontre face à Auxerre. On pourrait avoir cette première de Dedic sur le côté avec un Kondo qui devra absolument être dans un meilleur état de forme que ce qu'il a été face à Auxerre et justement couvrir les montées de Dedic. Je ne sais pas si Roberto De Zerbi va prendre beaucoup de risques défensivement en changeant son 5 majeur derrière. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'on aura évidemment Højbjerg au milieu de terrain avec Bennacer. Pas de Rongier, même s'il compte sur Rongier qui aurait reçu des discussions, en tout cas sont avancées pour une prolongation de contrat. Je vous ai posé la question sur mon canal Instagram et vous pouvez me répondre ici également pour savoir si vous souhaitez voir Rongier prolonger. Et on va avoir évidemment, je pense, Rabiot un peu plus haut. Greenwood qui sera là. Quel Greenwood aura-t-on ? C'est la question. Et devant, je pense qu'on aura Amine Gouiri qui sera présent. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas réellement de changement dans cette compo, mais la interrogation pour moi réside sur la titularisation ou non de Dedic. Je vous invite à me dire en commentaire quel est votre avis et quelle sera votre compo. On va passer maintenant à la data room du FC Nantes, donc cette rencontre qui est très importante. Monaco qui joue ce vendredi, Marseille qui joue en dernier de cette journée et donc qui aura l'avantage de connaître l'ensemble des résultats. Il y a un match très important, c'est Nice qui se déplace à Saint-Etienne. Nice qui au classement va peut-être passer provisoirement devant l'OM au classement. Regardez, Nice est 3e avec une différence de but de plus 19. En fonction de sa victoire potentielle sur Saint-Etienne, il pourrait être devant Marseille. Il y a un PSG Lille aussi qui est très important et on aura le résultat de Monaco également. En tout cas, l'OM se doit absolument d'aller chercher les 3 points. Comment se comporte l'OM à domicile ? C'est mieux qu'au début de saison, mais c'est toujours pas ça, parce que l'OM est 10e. On espère évidemment grappiller des places et repasser dans la première partie du classement en étant 6e et ensuite face à Lens en allant chercher 6 points qui nous feraient monter et qui nous permettraient de pouvoir asseoir notre place en Ligue des Champions directement. De son côté, Nantes est 14e du classement à l'extérieur, seulement 2 victoires. Et son dernier match à l'extérieur, c'est une très grosse claque. C'est un 7-1 face à Monaco. On a un peu tout et son contraire côté Nantes. On va regarder d'ailleurs les 5 derniers matchs pour voir justement comment se situent l'OM et Nantes. L'OM a 9 points sur ces 5 derniers matchs. Il y a 2 défaites qui font tâche contre Nice et celle face à Auxerre. Et Nantes a pris 7 points sur les 5 derniers matchs. Regardez la force de frappe de Nice actuellement qui est vraiment le principal concurrent de l'OM. Pour en revenir à Nantes, on a une équipe qui a perdu 2 fois, qui a gagné 2 fois, qui a fait un match nul, mais surtout qui a mangé 7 buts. Alors c'est vrai qu'il faut nuancer cette rencontre face à Monaco parce qu'ils ont joué à 10 très rapidement.
Mais il faut se rappeler aussi que Nantes, même si Reims est en très grande difficulté, a été gagné du côté de Reims lors de son avant-dernier match à l'extérieur. C'est quelque chose qui peut mettre en confiance les hommes de Comboiré, un Comboiré qui a été maintenu cet hiver et qui joue encore une fois sa tête s'il maintient le FC Nantes. Les 7 buts encaissés face à Monaco font très mal. Maintenant, la physionomie de la rencontre, elle est aussi à prendre en compte avec Ablin, dont on va reparler, qui avait ouvert le score avant que Kodza soit expulsé. Et ensuite, Monaco avait déroulé. J'espère qu'on pourra vivre un match dans ce sens-là de notre côté, mais je me méfie de ce FC Nantes qui joue justement et qui lutte pour ne pas descendre et qui va évidemment avoir des opportunités, notamment offensivement, on va en parler juste après. Puis la dernière rencontre, c'est face à Lens avec cette victoire 3-1, avec, vous allez le voir, une équipe de Nantes qui a beaucoup de densité dans la surface de réparation adverse, et il faudra être très attentif à leur mouvement et à leur rapidité également. Concernant la structure des buts du FC Nantes, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts dans le premier mi-temps, entre la 16e et la 30e minute, on va comparer avec l'OM juste après, et qui encaisse également dans le dernier quart d'heure. Donc elle a du mal à finir les rencontres. Après, c'est léger, ça reste équilibré. Il n'y a pas de tendance forte que l'on peut déceler par rapport aux autres rencontres qu'on analyse. Mais si on la compare par rapport à l'OM, on a une équipe de l'OM, hop, on descend ici, au niveau des stats, à domicile, qui marque beaucoup en début de deuxième mi-temps. C'est pas un temps faible du Football Club de Nantes. En revanche, sur les temps faibles de Nantes, l'OM marque, mais c'est pas non plus les gros temps forts de cet OM qui a besoin vraiment d'être beaucoup plus dynamique en première mi-temps, même si en fatiguant les adversaires, l'OM arrive à marquer en deuxième mi-temps et peut faire sauter le verrou. C'est peut-être ce qui se passera face à Nantes. Concernant les forces et faiblesses, je vous ai remis ici le but marqué par Ablin face au PSG. C'est un but qui m'avait marqué parce que dans la construction, on avait une phase offensive côté PSG et en l'espace de 4 passes, on a Ablin qui s'est retrouvé de l'autre côté du terrain dans la surface de réparation de Donnarumma et qui avait crocheté Pacho. Il l'avait même plus que crocheté, il l'avait enrhumé et il avait égalisé. Et ça avait été, après un gros temps fort du PSG, ça veut dire que cette équipe de Nantes, elle avait su faire le dos rond pour aller chercher l'égalisation et elle avait tenu derrière au Parc des Princes. C'est un point à compter quand même dans la tête de Comboiré parce qu'il va pouvoir justement leur dire à ses joueurs, lui dire à ses joueurs, les gars, vous avez été tenir en échec le PSG à l'extérieur, c'est un point à garder. S'il y a un partout, attention à ce bloc bas, compte tenu de notre mental actuel suite à la semaine qu'on va vivre. C'est pour ça que le travail de Roberto De Zerbi va être très important. Contre Lens, j'ai noté cette volonté de récupérer haut le ballon, avec Mohamed qui avait récupéré le ballon, un nouveau pressing derrière face aux Lensois qui vont perdre une deuxième fois le ballon, et ensuite de la densité dans la surface de réparation. Là, on a 5 Nantais dans la surface de réparation lensoise sur une phase de récupération, c'est-à-dire une phase de pressing. C'est-à-dire qu'on va se faire presser, on le sait qu'on aime bien le ballon, mais de l'autre côté, ça s'est projeté très rapidement. Et ça, va falloir être très vigilant dans notre défense. L'autre point que j'ai noté, il est défensif. Là, sur le coup, donc là, c'est les 2 points force qu'on a vu du côté du FC Nantes. Sur le point défensif, il y a beaucoup de largesse. Il y a beaucoup de largesse dans le dos de la défense, entre les centraux. Et quand bien même, il n'y a pas... Alors, il y a danger, mais il n'y a pas de surdomination numérique de l'adversaire. La défense, elle reste faible du côté, enfin faible. Elle reste faiblarde du côté de Nantes. Là, va y avoir le penalty qui va être accordé. Et ensuite, en fin de rencontre, on va avoir une situation sauvée par Anthony Lopez. C'est une erreur défensive incroyable du défenseur ici, qui va essayer de relancer ou de passer en retrait, on comprend pas très bien, et il y a l'opportunisme du Lensois qui va récupérer le ballon et Anthony Lopez qui va faire un sacré arrêt. Il y avait 2-1 à ce moment-là, c'est probablement le tournant de la rencontre puisque Nantes va marquer juste derrière le 3e but. Match remporté par Nantes qui fait du bien, mais il y a des opportunités si on est sérieux offensivement et si on est également efficace, même si je vous partage cette stat qui est quand même assez intéressante, c'est que en termes d'XG, regardez l'OM où on se situe, on a 45 XG et on a un ratio de plus 5, un différentiel de plus 5, c'est-à-dire qu'on a marqué 5 buts de plus que ce qu'on aurait dû marquer. Ce qui fait que
on a les opportunités, mais on est plus efficace que les occasions que l'on a. Et le différentiel, il est également positif de notre côté sur la phase défensive. On est avec le PSG la meilleure équipe dans ce sens-là. Donc, à garder en tête, mais cette efficacité, évidemment, elle est à maintenir. Alors, le joueur que j'incorpore une nouvelle rubrique, c'est aujourd'hui le joueur à suivre du côté de l'adversaire, c'est Mathis Ablin. Vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique, si ça vous plaît, parce que pour moi, c'est un garçon dont on va entendre parler, je pense, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il est estimé à 10 millions d'euros actuellement. Il a 7 buts en 23 matchs. Il est dans l'agence Wasserman. C'est une très grosse agence. L'agence a bien flairé le coup. Hein. C'est l'agence de John Stones, de Nathan Ake notamment, de Grimaldo, de Valverde. Donc, je pense qu'il y a matière à ce qu'on parle de lui cet été. Et c'est un joueur qui, cette année, est très performant. Et dans ses déplacements, dans sa faculté à appréhender les grands matchs, les matchs de haut de tableau, parce que face au PSG ou face à Marseille, c'est évidemment des matchs de haut de tableau par la force des choses, deuxième, premier, il est présent et il répond présent. Et je serais pas surpris qu'on puisse le voir franchir un palier dans un nouveau club la saison prochaine. Et là, on voit la carte de l'ensemble de ses tirs. Et dans ses stats, on voit que c'est un joueur qui fait partie du haut du panier des attaquants. 57 tirs depuis le début de la saison. C'est le meilleur attaquant de Ligue 1. Et il cadre 23 tirs. Il a cadré 23 tirs. Donc, c'est un peu moins de la moitié. Il fait partie du top 8 des attaquants de cette Ligue 1. C'est dans ce sens-là qu'il faut lire le graphe. C'est le joueur à suivre, avec Moses Simon évidemment, mais Ablin sera à surveiller comme le lait sur le feu, notamment par Léo Balerdi. Alors, on va se parler maintenant de mes attentes. Comment Roberto De Zerbi va appréhender cette rencontre? C'est la phrase qu'on répète à chaque rencontre, mais là, il y a toujours le contexte à prendre en compte, évidemment. Lui qui a dit qu'il ne voulait plus parler d'arbitre, lui qui va devoir faire réagir ses joueurs. Lui qui sait qu'il a pris une claque justement face à Auxerre, comme il y a 5 mois, eh bien là, il va falloir réagir avec un groupe complet, un groupe quasiment complet, si évidemment on ne parle pas de Cornelius et de Luis Felipe. Il va falloir qu'il trouve les mots pour impliquer tout le monde, comme Rongier qui pourrait rester sur le banc, un Rongier qui pourrait évidemment avoir sa carte à jouer en tant que super sub dans la deuxième partie de la rencontre. Jonathan Rowe, Neil Maupay, voilà. C'est un groupe qu'il doit embarquer et il doit réagir face à une équipe qui va nous poser des problèmes. Il est attendu et son calme aussi est attendu justement pour calmer son équipe tout en apportant évidemment la fougue nécessaire à aller chercher ces 3 points. L'autre joueur que j'attends, évidemment, c'est Léo Balerdi pour son retour. Lui qui stabilise la défense. On le sait, il y a toujours des possibilité qu'il fasse une erreur, mais avec le nombre de ballons qu'il touche, plus de 120 ballons par match en moyenne, c'est normal qu'il puisse faire une erreur. Maintenant, il va falloir qu'il soit bien entouré, bien accompagné, avec un Kondogbia et un Murillo qui doivent le cadrer, parce que devant, ça peut aller très vite. Et sa faculté de relance sera observée pour justement faire déjouer ce FC Nantes que j'attends en bloc bas, avec la volonté de contrer comme la plupart des adversaires qui viennent chez nous. Adrien Rabiot en tant que leader également, que j'attends un cran en dessous à Auxerre. Parfois il y a des matchs sans comme ça, et on va pas lui en tenir rigueur. Lui, je crois qu'il a été élu Olympien du mois côté OM. Je l'attends évidemment pour justement drainer, embarquer l'ensemble des joueurs et pourquoi pas aller marquer parce qu'il en a la capacité, on l'a vu, que ce soit du pied ou de la tête. Et enfin, le dossier à ouvrir, c'est Mason Greenwood. Parce que certes, il a marqué 14 buts, je crois qu'il y a 7 pénaltys dedans, mais on ne peut pas se satisfaire des rentrées, des performances actuelles de Mason Greenwood. C'est trop en dents de scie, et jouer 15, 20, 30 minutes dans une rencontre, encore plus au Vélodrome, c'est pas assez. C'est clairement pas assez, et il va falloir qu'il franchisse ce palier, clairement, pour bien jouer cette fin de saison et embarquer et emmener l'OM dans cette Ligue des Champions. Et je l'attends précisément, parce qu'il a beau être le meilleur buteur de l'OM, dans ses performances, il doit mieux faire. Et il doit faire partie de cette colonne vertébrale avec Rouli, Balerdi, Rabiot, Bennacer évidemment. Il doit faire partie de cette colonne pour
marquer et aller chercher cette victoire. Alors, on va passer au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros, 10 euros qui vous sont offerts cadeaux directement avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous remplissez tous les champs. Et une fois que votre inscription est validée, 10 euros vous sont offerts par Unibet. C'est gratuit, ça vous permet évidemment de pouvoir jouer et jouer avec responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer uniquement des sommes que vous êtes prêts à perdre. Ça doit rester un divertissement réservé aux personnes majeures. Et en plus, vous avez un double bonus puisque vous avez jusqu'à 100 euros qui vous sont offerts en free bet si jamais votre pari est perdu. On va juste réajuster la fenêtre. Comme ça, on peut passer au prono. Alors, Marseille qui est coté à 1,38. Je trouve que c'est une petite cote compte tenu du contexte. 4,95 pour le match nul et 7 pour le FC Nantes. La victoire de Marseille ou le match nul à 1,08, c'est très faible. Encore une fois, je trouve que la cote Unibet là, elle est pas forcément très intéressante dans le sens où l'OM est dans un contexte très particulier. Donc les cotes vont forcément évoluer durant ce week-end. À garder en tête. Maintenant, je peux pas m'attendre à une défaite de l'OM par rapport à tout ce qu'on vient de dire, même s'il faut observer ce FC Nantes avec respect. Mais l'OM doit être en mesure de faire sauter le verrou nantais. Moi, je pense que les deux équipes vont marquer. Voilà, but pour les deux équipes à 1,69. Et je vois l'OM l'emporter. Donc, je vais faire un combiné qui est à 2,76. Je vois l'OM l'emporter 2-1. Je pense que c'est le score. On va faire un tour avec justement les buteurs. 2,12 pour Greenwood, 2,55 pour Guiri. On va regarder Luis Enrique quand même. 2,78. C'est peut-être un match pour Luis Enrique, ça. Ça peut être un match intéressant pour Luis Enrique qui, tu vois, derrière, en deuxième ballon, au deuxième poteau, un peu comme face à Lyon, en fin de rencontre, quelque chose qui peut arriver. On va regarder le score la cote du 2-1 pour être totalement complet. Alors, il est où le 2-1? Il est là. On va aller le chercher. 7,45 la cote du 2-1. Je vous invite à me dire en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. Moi, je vous retrouverai dimanche à l'issue de la rencontre pour un live débrief, évidemment. Donc, on se retrouvera vers 23h20. Voilà, le temps de rentrer du stade. Et précision, on en a parlé hier parce que vous avez certainement vu un onglet rejoindre qui apparaît en bas de la vidéo, sur le côté, au-dessus du pouce bleu, juste à côté du pouce bleu que vous pouvez liker. Rejoindre, c'est le système de membres. Et vous avez été plusieurs à me poser la question, Christophe, c'est quoi être membre? Alors, ça ne changera rien à mes vidéos classiques. Il y aura toujours autant de contenu classique et encore plus la saison prochaine avec évidemment je l'espère la Ligue des Champions. Maintenant pour développer de nouveaux projets et parce qu'aussi l'algorithme ne fonctionne pas pareil sur certains types de vidéos, eh bien j'en appelle à votre soutien pour justement faire partie et faire grandir la communauté. Et dans ces 4,99 €, vous aurez accès à des vidéos exclusives qui seront réalisées. Ça va aller de vidéos qui peuvent retracer l'histoire de l'OM, comme la rencontre de personnalités autour de l'OM. Ce sont des éléments que j'essaie de créer, de produire et qui vont amener à se développer pour devenir évidemment encore plus incontournable autour de l'OM, mais pas que, autour aussi de la ville de Marseille. Donc évidemment, ça ne vous engage à rien, vous pouvez simplement rester abonné, c'est déjà une grande force pour moi. Merci pour cette force-là. Et si vous voulez me soutenir, eh bien c'est comme avec les sponsors, évidemment, ça permet de développer la chaîne et votre soutien sera le bienvenu. Et donc, je vous remercierai à ce moment-là. Merci pour votre force, merci pour votre soutien. On se retrouve dimanche à l'issue de la rencontre pour un live débrief en espérant un grand yes de soulagement et qu'on ne parle que ballon. Bon week-end à tous et allez l'OM. Ciao!